Bienvenue dans Virage A90, le podcast où tout change. Ici, on parle de choses qui ont changé du tout au tout, de transformation personnelle, de nutrition, de sport et de tout ce qu'il faut pour reprendre le volant. Je suis Ludovic, coach en ligne. Je te partage mon parcours, mes expériences et des outils pour avancer. Chaque semaine, un nouvel épisode t'attend pour t'aider à reprendre le contrôle. Un seul mot d'ordre, changer de cap pour de bon. Je pensais connaître la saison des pluies jusqu'à temps que, en quelques heures, l'eau monte au niveau des pecs dans ma rue. Donc, vraiment plus d'électricité, plus d'internet, plus rien. Juste l'instinct de survie, la débrouille, le partage avec les gens autour de moi. Dans cet épisode, je te raconte un petit peu ce qui s'est passé pour moi au Vietnam avec les inondations. Vraiment, le mot, ça va être l'adaptation. Et aussi, du coup, en termes de sécurité, en termes d'aspect, si on peut dire, humain, ce qui s'est passé, comment j'ai pu échanger avec les gens sur place et comment ces 72 heures ont renforcé, ont consolidé aussi mon virage à 90. Pour te donner un petit peu le contexte. Donc, on est au Vietnam, je suis au Vietnam, toujours actuellement. Et avant de venir ici, je savais que c'était la saison des pluies à cette période-là. Donc, rien de choquant. Pour moi, il n'y a aucun souci de venir ici sur la saison des pluies. Je me dis que quand même, sur les journées, d'une journée à une autre, ou même sur la même journée, tu peux avoir des éclaircies et donc des moments où tu peux aller te promener dehors, prendre un peu de soleil, respirer. Même pour le côté sport, tu peux aller faire tes séances à l'extérieur parce qu'il y a du matos aussi. Je peux aller faire mes pas parce qu'il y a la place pour marcher. Et dans le pire des cas, s'il y a vraiment de la pluie, je peux aller m'entraîner dans une salle. Pour bosser, je peux bosser là où je dors, dans tous les cas, si j'ai une bonne Wi-Fi. Et aussi, je peux aller dans un café en dernier recours. Donc, aucun souci pour moi par rapport au côté pluie, saison des pluies, euh, là-dessus. Après, c'est vrai que je me faisais aussi l'idée, et c'est le cas quand même, hein, mais que c'est maîtrisé parce qu'ici, ils sont habitués toutes les années quasiment, bah, c'est inondé et ils savent fonctionner, continuer à avancer avec tout ça. Donc, pour moi, les procédures en place, il n'y a aucun problème, tout est là pour continuer à aller de l'avant, quoi, malgré la saison des pluies, malgré les inondations potentielles. Voilà. Donc c'est un pays habitué avec ça, même si c'est vrai que cette année, c'était un petit peu différent. Et aussi, pour faire référence à ça, étant donné que, comme tu le sais, je viens de La Réunion, là où on est situé, dans l'océan Indien, il y a quand même des cyclones. Heu, Toutes les années, oui, oui, si on peut dire quasiment. Quelquefois, c'est des cyclones beaucoup plus, impressionnants, plus imposants, si on peut dire. Et je sais c'est quoi, donc si on peut dire, avoir quand même beaucoup d'eau, sauf que La Réunion, c'est plutôt une île et toute l'eau qui va être accumulée va descendre assez rapidement. Tout ce qui va être rivière, ravine, faudra s'éloigner de tout ça. Aussi, du littoral parce que tu as des grosses vagues. Donc c'était le cas aussi ici avec les grosses vagues, sauf que tout est quasiment plat dans la ville où je suis et l'eau, elle ne descend pas, littéralement vers elle va aller dans l'océan, c'est sûr, mais vu que c'est beaucoup plus plat, vu qu'il y a quand même un fleuve assez énorme, qui traverse la ville, il y a beaucoup plus de chances de stagnation, d'inondation. Donc, je connais un petit peu cette ambiance quand même, le fait de ne pas avoir d'électricité, de juste s'éclairer à la bougie ou au flash, en fonction de ce que tu as, en fonction de la période aussi. Quand j'étais enfant, bah, c'était à la bougie. Le fait d'aller dormir un peu plus tôt, d'apprendre aussi à faire d'autres activités sans téléphone, de faire des jeux de société, de se retrouver en famille et autres. Je connais cette ambiance et donc rien de choquant pour moi, mis à part le côté inondation. Ça, c'est vraiment l'expérience que j'avais pas encore vécue et du coup, c'est vrai que moi, je suis dans le centre du Vietnam, entre Da Nang, Hue et Hoi An et c'est la zone qui a été le plus impactée. Donc c'est la zone qui a été impactée tout simplement, mais Hue en particulier, c'est la ville sur ces 3 villes-là qui a été la plus impactée. Je te donnerai un petit peu les chiffres par la suite, mais déjà, je te raconte le jour numéro 1. Donc, donc, le jour numéro 1, le matin, tout se passe normalement. J'ai ma routine, je prends mon petit déjeuner en bas, je me prépare ensuite et je vais dans un café pour bosser.
Je sors à l'extérieur, je regarde dans la rue et je vois qu'il y a de l'eau qui stagne. Je me dis: «Ah ouais, quand même». Il y a un peu de pluie, l'eau elle stagne. Bon, c'est pas grave, on prend un parapluie, on prend le kawaii, on y va et après, je vois vraiment qu'il y a quand même un certain niveau d'eau. Je me dis: «Bon, ils sont vraiment habitués avec ça ici». Je vois des commerces ouverts autour, des cafés. On va y aller, on s'est préparé physiquement et mentalement et on va aller bosser dans un café. Donc je commence à marcher vers le café où je devais aller, hein, qui était même pas, on va dire, à 2 minutes à pied, plus ou moins. Et là, il faut traverser une rue. Donc j'enlève mes sandales, hein, et pour y aller pieds nus, parce qu'il y avait de l'eau à peu près à hauteur de cheville, euh, plus ou moins à chaque endroit, sauf l'endroit où je devais passer qui était un peu plus en contrebas. Et là, ça montait à hauteur de, on va dire, mi-tibia, plus ou moins. Et je continue à marcher. Et il y a un bus qui vient dans ma direction, plus ou moins à, je pense, 30 km/h facile. Sauf que bah, il ramène une vague avec lui. Et je regarde la vague, je me dis, mais attends, mais ça commence à être une vraie vague quand même. Genre, ça pourrait être ouais, une petite vague que tu pourrais prendre avec un bodyboard quand même. Peut-être que j'exagère, je sais pas, mais je voyais le truc. En tout cas, quand tu es dedans, tu te dis, ouais, ça arrive. Et ben, ça n'a pas manqué. J'ai eu de l'eau jusqu'aux hanches. Et donc, je me suis dit, attends, là, c'est pas une bonne idée. On va repartir dans l'autre sens. Et je vois des poubelles aussi bah, qui se renversent avec cette vague qui arrive, avec tout qui part dans l'eau, bien dégueulasse, tous les déchets. Bon, c'est rien par rapport à tout ce qui va suivre par la suite en termes de, si on peut dire, de la qualité de l'eau. Mais je me dis, ok, bah là, il commence à avoir un certain niveau d'eau, ça commence à être un peu inondé, et bah, on va rebrousser chemin. Finalement, euh, là où je dors, bah, j'ai Internet, je vais bosser de là, et c'est très bien aussi. Donc je rentre, je vois la proprio en même temps qui sort, qui va en face de si on peut dire, oui, encore une fois, de l'endroit où je dors. Euh, donc, elle va en face, de l'autre côté de la rue, et elle me dit: «Oui, bah, viens avec moi, on va, faire des courses. Je te conseille de faire des petites courses rapides, parce que là, le niveau, il commence à monter et bah, partout, ça va ils vont fermer, quoi». Et pas possible aussi de se faire livrer, de commander quelque chose sur Grab. Donc Grab ici, c'est l'équivalent de, heu, Uber, de Deliveroo aussi, donc en Europe ou ailleurs, peu importe. Donc sur Grab, impossible de commander aussi quelque chose à manger, que ce soit en voiture, qu'on vienne te déposer ça, ou même à moto. Et donc j'y vais avec elle, je prends des petites conserves, un peu de café. J'ai pris quoi d'autre? Des nouilles instantanées aussi. Et voilà, elle m'a dit: «Prends pour 2 jours au cas où, on sait jamais». Au final, ce que j'ai pris, ça m'a duré 1 jour et demi. Hem Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer pourquoi après. Et donc on rentre et je me dis: «Bon, bah, dans tous les cas, regarde toujours le verre à moitié plein, reste positif. Dans tous les cas, là où tu es, tu as internet, il fait bon dans ta chambre, tu as tout ce qu'il te faut. Tu vas bosser, tu vas charbonner et ça va se calmer dans tous les cas». Donc je bosse, sauf que à un moment donné, donc plus d'électricité, il y a tout qui coupe. Je me dis: «Ah ouais, OK, on commence à rentrer dans ce jeu-là. Bon, je vais faire un tour en bas». Donc j'y vais et pour voir un petit peu comment ça se passe et là, je vois que par rapport au début, donc en début de matinée, je vois que l'eau, elle est bien montée et qu'il y a même des pirogues qui passent avec un moteur ou quelquefois avec des gens qui rament. Je me dis: «Waouh, mais on se croirait vraiment sur un fleuve» et donc c'est sûr, parce que l'endroit où je suis, si on peut dire, c'est dans une petite rue qui a peut-être, allez, on va dire, 15 mètres, 20 mètres maximum de la route principale et donc je vois cette route principale-là avec les pirogues passer et l'eau qui commence à arriver dans cette petite rue et elle me dit: «Mais t'inquiète, on est habitué avec ça, c'est jamais arrivé, au-delà», enfin, si on peut dire, presque au niveau de sa terrasse,
de son entrée. C'est jamais arrivé à ce niveau-là. Je me dis: «OK, il y a aucun problème». Je vois des touristes arriver, heu, sans sac, rien. En fait, c'était des gens qui dormaient dans le même bâtiment où je suis et il se trouve que c'est des Français aussi et ils reviennent et en gros, ils étaient partis en repérage, si on peut dire, pour voir comment ça se passait, est-ce que c'était bien inondé à droite, à gauche? Parce qu'ils devaient récupérer leurs affaires pour partir dans une autre ville en prenant le train et là, du coup, ils descendent leurs affaires et ils me disent qu'ils parlent pas très bien, anglais et en fait, ils devaient faire comprendre aussi à la proprio qui était là pour les aider, parce qu'ils avaient déposé la veille leurs vêtements dans une laverie et du coup, ils devaient récupérer ça le jour même où ça a commencé, les inondations. Ils devaient récupérer leurs vêtements, sauf que, bah, la laverie, elle était fermée, avec cette montée des eaux et du coup, ils devaient absolument prendre leur transport pour aller dans une autre ville et ils devaient demander à la proprio s'il y avait moyen d'envoyer ça, si elle, elle pouvait envoyer ça dans l'autre ville. Donc, il y avait ça et aussi, le fait qu'ils devaient, payer du coup, par cash avec la proprio pour régler, bah, le logement là, où je suis aussi actuellement, les nuits où ils sont restés parce que, bah, le TPE il fonctionne pas. Il y a pas d'électricité. Sauf qu'ils devaient aussi potentiellement garder un peu de cash pour aller, bah, sur la route pour le trajet, s'ils devaient acheter quelque chose, peu importe et aussi arriver au nouvel endroit. Donc c'était un couple avec 2 enfants. Hem, donc ils parlent pas trop anglais et moi j'étais là justement pour faire, la traduction entre la proprio, et ces 2 personnes-là du coup et donc on a pu, faire ce qu'il y avait à faire. J'ai pu traduire, j'ai pu les aider et on reviendra sur ce point-là ensuite, hein. Donc toujours l'anglais, c'est vrai qu'on a parlé de ça sur les premiers épisodes, mais on reviendra sur ce point-là ensuite et à ce moment-là, ils ont rien avec eux aussi à manger, et ça commence à monter sérieusement l'eau et ils étaient partis en repérage. Ils voyaient que, ça pouvait être compliqué de circuler, même avec sac à dos. Ils ne savaient pas s'ils allaient prendre une pirogue ou quoi, s'ils pouvaient monter dedans pour partir jusqu'à la gare, mais aussi autre complication, est-ce qu'une fois arrivé à la gare, le train il part ou pas? Donc au final, ils décident de partir. Ils décident, d'y aller. Heu, la maman, elle était pas très sereine. Justement, elle avait quand même, quelques petites larmes et je peux comprendre totalement parce que c'est un peu la débrouille là. Là, c'est vraiment l'aventure de partir comme ça, sachant que, bah, tu sais pas comment c'est aux autres endroits, si tu vas pouvoir continuer à bouger et autres. Tu as tes vêtements qui restent là, enfin bref, tu as compris leur situation et du coup, ils y vont quand même. Donc j'avance un petit peu sur leur histoire. Spoil, du coup, ils étaient restés en contact avec la proprio qui m'a dit qu'ils étaient restés bloqués à la gare, que le train n'était pas parti. Donc vraiment en galère et heu, une fois qu'ils sont partis, la mission pour nous, parce que l'eau, elle arrêtait pas de continuer à monter et même elle, elle m'a dit la proprio, elle m'a dit: «Oui, bah, là, ça commence à être sérieux, c'est bizarre quand même». Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré les choses de l'extérieur à l'intérieur, les motos et autres. On a aidé les voisins à rentrer leurs motos, les motos qui traînaient aussi dans les rues parce que justement, certaines motos étaient garées là par des gens qui étaient venus dans les commerces autour, qui se sont fait avoir par la montée des eaux et qui étaient sûrement rentrés chez eux à pied, je ne sais pas comment, et qui ont dû laisser leur moto là. Donc on a dû déplacer aussi les motos de personnes qu'on ne connaissait pas, du quartier ou autre, dans des endroits un peu plus sûrs. On a monté tout ce qui était électronique, en hauteur, que ce soit au rez-de-chaussée ou même, sur les étages supérieurs. Tout ce qui était frigo, ils devaient vider les frigos. Puis on a monté tout ça, on a aidé les voisins aussi. Donc il y a eu vraiment une belle entraide, ça c'était beau à voir et du coup, comme, voilà, du coup, comme je me suis noté, c'est vrai que même les objets de valeur, on a on est allé jusqu'à mettre des motos sur des canapés pour, bah, vraiment surélever un petit peu tout ça et faire en sorte que, bah, la moto, elle prenne pas, trop la flotte, en tout cas celle qui avait le plus de valeur à ses yeux et moi, je fais tout ça pieds nus, sans réfléchir, et après cette journée-là, je me dis que quand même, j'ai eu un peu de chance parce que c'est vrai qu'il suffit que tu te coupes,
Pas besoin de grand-chose, hein. Juste une petite coupure. Et dans cette eau qui monte, je te laisse imaginer toutes les cochonneries que tu peux avoir avec les poubelles renversées, avec tout ce qui circule dans le fleuve qui déborde et autres, les égouts. Bref, il y a tout. Il y a la planète Terre, il y a tout ce que tu peux retrouver sur la planète Terre, je pense, dans cette eau-là, en termes de choses dégueulasses. Et avec une infection, les choses peuvent s'aggraver assez rapidement et je peux en témoigner parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé, via des blessures toutes petites qui se sont infectées, de me retrouver avec un truc vraiment pas possible à gérer sur 1, 2 semaines. Donc j'ai eu de la chance quand même par rapport à ça et du coup, c'est vrai que l'eau, elle est jamais montée aussi haut selon les voisins, et du coup, elle continue de monter. Donc au cours de la journée, nous, on observe ça, on reste impuissant, on a tout mis en sécurité. Heu, on mange des choses qu'on a pu acheter, si on peut dire, d'instantané, les nouilles et autres. Du coup, heureusement qu'elle avait aussi, une cuisine à gaz pour pouvoir, bah, tout simplement avoir du feu, hein, parce que plus d'électricité. On a pu chauffer, réchauffer, faire cuire à manger, grâce à ça. Et du coup, la nuit, première nuit, hem, en gros, j'entends, bah, la pluie qui continue de tomber encore et encore et encore et de plus en plus fort. J'entends les sifflets à l'extérieur. J'entends aussi au rez-de-chaussée les objets qui tanguent avec l'eau, parce que l'eau est rentrée totalement à l'intérieur et est arrivée à la troisième marche d'escalier, donc chose qui est jamais arrivée à la proprio qui est là depuis 7 ans. Donc tout ça fait que, heu, du coup, je regarde les infos aussi en même temps. Je suis tout ça en temps réel, heu, sur les infos locales, heu, à l'international aussi, les alertes, sur Google, tout ce que tu veux, je suis tout ça et je suis vraiment pas serein, je panique pas, mais je deviens parano. En gros, je suis tellement pas serein parce que pas habitué déjà, juste à une inondation, pardon, je suis pas habitué, mais à une inondation qui dépasse, heu, les conditions, heu, acceptables de ce qu'ils ont connu dans le passé, ouais, ça fait un peu flipper quand tu les vois eux aussi se dire: «Attends, mais c'est pas normal, là, c'est peut-être un petit peu la merde». Donc forcément, tu additionnes ces différents facteurs, heu, tu les additionnes tous et ça fait monter à l'intérieur de moi un petit côté un peu parano. J'arrive pas à dormir et je me suis réveillé en pleine nuit. J'ai préparé mes 2 sacs parce que du coup, oui, j'avais, tout déballé forcément quand j'arrive dans un nouvel endroit. Je prends possession, si on peut dire, de l'environnement et je range bien mes affaires et autres. Je me suis réveillé en pleine nuit, flash, à minuit. Je mets mon flash et je pose toutes mes affaires sur le lit, les, 2 sacs, je les range, comme je les range, d'habitude, tout simplement, comme si je devais voyager et heu, je fais aussi une sauvegarde, de mon ordinateur sur mon disque dur externe. Donc vraiment parano, hein, certains peuvent dire, que je suis fou, mais j'étais pas serein et donc je range tout ça. Je me fais même une prépa mentale de me dire, «OK, en gros, si là, par exemple, il faut laisser encore plus de choses, de côté, si je dois partir qu'avec un sac, avec le strict minimum, avec quoi je pars et donc quelle organisation, quelle nouvelle organisation j'adopte avec mes affaires, comment je transfère ci, ça, ici ou là. Donc je me suis fait une prépa mentale de ça. J'avais même laissé aussi, en préparant les 2 sacs, heu, certains vêtements de côté pour ne pas m'alourdir aussi, pour ne pas surcharger les sacs et donc ouais, on peut dire peut-être un peu parano dans l'anticipation en tout cas. Heu, c'est vrai que tout ça, ça m'a permis de mieux dormir la nuit. Donc je pense qu'au final, c'était une bonne chose de faire ça, parce que quelquefois dans ce genre de situation, tu as besoin d'anticiper, tu as besoin de parer aux éventualités, même si la situation, l'environnement
est beaucoup plus fort que toi, hein. Moi, je me suis dit: «OK Ludo, si là, on te dit: "Go", si on te dit: «On part", et ben, c'est dans les 20 secondes qui suivent, je dois être capable de mettre tes vêtements sur moi, de mettre mes sacs, sur mon dos et à l'avant, et c'est parti quoi, on y va, go!» Et tout est prêt de mon côté, que ce soit, en termes d'affaires, d'organisation, et aussi mentalement, tout est prêt. Donc c'était vraiment ça le but pour moi, et en même temps de me rassurer, et ça a été le cas derrière. Donc parfois, je pense que préparer l'impensable, ça te permet de te rassurer juste assez pour aussi continuer à réfléchir, aussi à prendre un peu de recul, garder une vision d'ensemble de la situation, et aussi à ne pas paniquer. Dis-moi justement si toi aussi ça t'est déjà arrivé ce genre de situation, que ce soit chez toi, dans l'environnement où tu es actuellement, ou même dans un autre environnement, ou que ce soit pour les vacances, je sais pas, peu importe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation où tu as l'impression de devenir parano, où tu veux absolument anticiper parce que tu te dis que là, la situation quand même, ça peut partir n'importe comment, et il faut que je prenne les devants. Il faut que j'ai plusieurs options et plusieurs alternatives pour continuer à avancer. Tu me dis tout ça, hein, sur Instagram à ludovicetev_. On est là pour échanger, encore une fois, s'améliorer ensemble. Donc ça, c'est la première nuit. Je me penche un petit peu sur le côté 1 parce que si là, je suis aussi ma trame, les différents points que je me suis noté pour aborder cet épisode-là. Si je suis trop proche du micro, je pense que c'est pas très sympa pour tes oreilles. D'ailleurs, j'espère que la qualité du son reste toujours correcte, j'espère. Donc, pour revenir à nos moutons, donc je disais jour 2 et 3. Là, c'était vraiment vivre, bah, sans électricité, sans courant. 3 jours, justement sans électricité. C'était vraiment gestion, déjà, de la batterie, restante sur, le téléphone, sur mon ordi, et aussi, coup de chance, heu, habituellement ma batterie externe, elle est pas remplie à 100, mais là, j'avais fait le stock, un jour avant, quelque chose comme ça. C'était à 100. Donc je me dis: «Mais attends, mais c'est pas possible, tout est vraiment toutes les conditions sont réunies quand même, peut-être il y a pas d'hasard». Heu, ouais, c'était une petite chance, si on peut dire. En tout cas, je le vois comme ça, comme un signe, et grâce à ça, j'ai pu recharger mon téléphone à fond, un peu mon ordinateur. J'ai pu aider donc, aussi pour recharger le téléphone de la proprio, recharger le téléphone de son mari à fond aussi. Parce que pour eux 2, je pense que c'était important déjà pour communiquer avec leur famille, voir si tout se passait bien, et aussi parce que, bah, ils connaissent tout sur place, hein, c'est les locaux, et si jamais il y a besoin de passer un coup de fil important pour aussi nous aider nous, hein, et ben, c'était eux qui avaient le réseau heu, de personnes pour pouvoir, nous apporter de l'aide, et aussi parce que son mari est policier, donc lui également, il a le bon réseau pour pouvoir, bah, si jamais en cas de recours, demander de l'aide. Donc voilà, et donc pendant ces 2 3 jours-là, on a appris aussi à vivre en communauté. Comme je t'ai dit, donc j'ai fait des petites provisions pour 2 jours qui en réalité ont duré plus ou moins un jour et demi, et donc j'avais plus rien à manger ensuite. Heureusement que, bah, qu'elle était là aussi, et elle m'a proposé, bah, gentiment de manger avec eux, manger avec leur famille. Elle a même aussi invité les voisins à venir manger parce qu'elle était peut-être pas la seule dans les environs, mais l'une des seules en tout cas à avoir, heu, bah, une gazinière, hein, quelque chose pour faire cuire à manger avec du gaz, et les voisins n'avaient pas ça, il n'y avait pas possibilité de réchauffer quelque chose, de faire cuire quelque chose. Donc elle faisait aussi même cuire du riz en plus grosse quantité pour partager avec les voisins. Ils sont venus manger chez nous, on est allé aussi manger chez eux, quelques fois. C'était vraiment aspect communautaire, c'était l'entraide, c'était vraiment sympa. C'était une expérience authentique, vraiment au cœur, de l'ambiance vietnamienne. Heu, Vraiment le côté intégration, le côté, local. Je l'ai vécu là, à
200%. On a aussi pu pas mal échanger. Heureusement qu'elle parle très bien anglais, la proprio. Elle a aussi une petite fille de 9 ans qui se débrouille un peu pour des mots de base en anglais. Et donc, j'ai pu lui demander aussi à sa première fille si elle pouvait traduire certains mots pour moi, pour des personnes de sa famille qui étaient là autour, pour pouvoir échanger aussi quand sa mère n'était pas là. Donc, ça m'a sauvé vraiment clairement l'anglais. J'apprends aussi des mots. Je prends le temps d'échanger avec eux, mais d'apprendre des mots, euh, d'apprendre un petit peu le vietnamien, d'apprendre quelques phrases. Je passe du temps avec eux, clairement. Et du coup, heureusement aussi que son mari, donc policier, il devait continuer à bosser pour aller dehors, aider les gens, euh, pour les placer vraiment en sûreté, s'ils devaient être placés en sûreté, pour quelquefois peut-être ramener à manger pour les gens aussi. Donc tous les jours, il partait dehors pour, c'était son job quoi, pour porter secours aux gens. Et il a pu aussi ramener ma batterie externe, donc à son poste, pour pouvoir la recharger. Ça, c'était vraiment un gros plus pour nous avoir avoir de la batterie sur nos appareils. Ça faisait clairement la différence. Ça m'a permis de bosser un petit peu aussi légèrement. Et un jour, je pense que c'était peut-être le deuxième ou le troisième jour, je ne sais plus, euh, justement, il devait aller à 2 kilomètres de là où on était pour porter secours à des gens. Et il a essayé de voir s'il pouvait prendre une pirogue, donc avec un moteur, pour pouvoir y aller plus rapidement, aussi éviter d'être dans l'eau à hauteur de pec, à devoir essayer de marcher, voire nager. Heureusement qu'il avait la combi, tout ce qu'il faut, étanche. Il avait même des choses qui lui permettaient de flotter hein, sur lui, des genres de brassards, si on peut dire, mais vraiment adaptés, un truc assez pro, solide. Il avait des choses qui lui permettaient de flotter au cas où, bien équipé, donc à hauteur des pecs. Et il a essayé de voir pour prendre une pirogue, sauf que, du coup, pour 2 kilomètres, c'était 1 million de dong, ce qui représente à peu près plus ou moins 35 euros. Donc, c'est cher, pour eux ici, même pour nous les Occidentaux, si on peut dire, les gens qui ne vivent pas ici, qui ont peut-être un pouvoir d'achat aussi supplémentaire. Il y a peut-être un peu de bruit là, je ne sais pas si tu vas l'entendre, j'espère pas pour tes oreilles. On s'adapte. Donc, je reprends où j'en étais. 1 million de dong, donc presque 35 euros pour 2 kilomètres. Je te laisse imaginer éventuellement pour les touristes, pour les personnes qui sont là en vacances et autres, qui doivent peut-être prendre une pirogue pour aller à 10 kilomètres, 14 kilomètres, pour aller à l'aéroport, pour partir ailleurs aussi et fuir cette situation. Je te laisse imaginer le prix. Ça commence à tarifer sévère. Donc, en gros, il est allé comme ça en marchant. Hein. Euh, Quelquefois, il revenait aussi en fin de journée, sachant que le soleil se couche vers 17h15 comme ça ici. Donc ouais, vers 18h plus ou moins, il fait noir. Quelquefois, il rentrait et à 21h, il fait noir et il rentre avec lampe torche comme ça en marchant. Donc vraiment, situation un petit peu euh, d'insécurité, un peu difficile, un peu compliqué, même pour les locaux qui sont habitués. Ça peut être vraiment assez difficile. Donc voilà, c'est vrai que l'eau s'est retirée le deuxième jour, qu'ils ont nettoyé tout en bas le rez-de-chaussée et qu'au cours de la journée, ça s'est re-rempli, que c'est remonté, c'est revenu à l'intérieur, à hauteur de mi-tibia. Du coup, ils ont redû nettoyer le lendemain. Donc, pas vraiment évident, situation vraiment exceptionnelle. Euh, Est-ce que je me suis noté ça aussi? Toi aussi, tu as déjà pu vivre ce genre de situation, voilà, sans électricité, sans rien, juste au flash, à la bougie. Tu me dis quelle a été ton expérience, ton retour, ton vécu par rapport à ça? Est-ce que tu as pu aussi te reconnecter à des choses un petit peu basiques, normales, retour à la réalité, un petit coup de pression aussi? Est-ce que tu as vécu ce genre de situation déjà? Et comment tu as pu rebondir? Quel a été le transfert, le, ouais, le transfert, si on peut dire, sur ton mindset
ta vision des choses dans ce genre d'événement un peu plus difficile. Tu me fais un retour par rapport à ça? Ça m'intéresse clairement, de savoir comment les personnes ont pu évoluer mentalement, ont pu être plus forts, ressortir plus forts de ce genre d'événement et s'il y a eu un transfert sur la vie de tous les jours, est-ce que maintenant tu savoures un peu plus, ton quotidien ou pas? Ça dépend aussi, est-ce que ça a été vraiment des conditions où tu t'es dit, «Attends, mais là, je peux y passer?» Ça dépend de pas mal de paramètres, mais fais-moi un petit retour par rapport à ça. On est là pour échanger là-dessus. Je te pose aussi le cadre en termes de stats et autres. Donc, 1,7 mètre de pluie en 24 heures tombée sur la ville où je suis toujours à Hué. C'est donc le premier jour, en gros. En 24 heures, 1,7 mètre de pluie, ça correspond donc déjà au record national du pays. Et c'est le deuxième record mondial depuis 1966 dans l'océan Indien. Donc, je ne sais pas où est-ce que c'était tombé dans l'océan Indien, mais quand même 1,7 mètre en 24 heures, ça commence à être quelque chose. Même au niveau des barrages, donc en hauteur, dans les montagnes, ils étaient obligés de déverser en continu dans le fleuve et donc ça nous arrosait, ça augmentait le niveau aussi d'eau là où on était, hein, mais il vaut mieux faire comme ça progressivement plutôt que tout pète là-haut. On a eu aussi donc environ 10 000 personnes évacuées, des terres agricoles perdues, des glissements de terrain, donc voilà, des routes coupées et autres, tout ce que tu veux. La rivière des Parfums, donc le fleuve principal dans la ville, du coup, ça a débordé. Il y a eu des reliques de la cité impériale parce que du coup, hem, Hué, c'est l'ancienne capitale, du pays, capitale, impériale du pays et donc il y a des reliques qui ont été englouties, totalement, et c'est la première fois que les locaux, comme je t'ai dit, ils vivaient ça, même des personnes de 60-70 ans. Vraiment choqués par rapport à tout ça. Hem, après hop, ouais, du coup, c'est vrai que hop, comme je m'étais noté, alors, attends, petite coupure, hein, je reviens, t'inquiète. Hem, ouais, voilà, c'était cette anecdote-là qu'elle m'avait notée, la proprio, que en gros et comme, j'ai pu le dire aussi sur mes réseaux, nous, ça allait parce qu'on est dans un bâtiment, hem, où il y a 4 étages. Il y a d'autres bâtiments autour, il y en a même plus. À partir de 2 étages, dans tous les cas, tu es tranquille, mais il faut savoir que certains quartiers, certaines régions, que ce soit dans cette ville où je suis ou dans d'autres villes, c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans certains quartiers, ils veulent pas construire, tu peux pas, par rapport à ce classement, si on peut dire, tu peux pas construire des, des bâtiments comme ça en hauteur, des appartements, des immeubles, parce que ça fait partie, tu vas gâcher, si on peut dire, bah, le paysage, euh, le côté traditionnel euh, de certains endroits. Et c'est le cas au nord de la ville. Du coup, ça a été englouti des maisons bah, à moitié. Des gens ont dû être évacués par rapport à ça. Et elle m'a dit aussi que là où elle habitait avant d'être ici, elle avait de l'eau jusqu'aux genoux. Donc, il pouvait passer un jour, 2 jours comme ça, avec l'eau au niveau des genoux. Et elle continuait quand même à cuisiner, donc avec sa gazinière comme ça, avec l'eau au niveau des genoux. C'est incroyable comment ils sont adaptables ici, comment, pour eux, c'est la normalité, toutes les années, d'avoir des inondations et de continuer à fonctionner comme ça. Vraiment, vraiment incroyable. Hem et aussi, donc toute cette situation-là, les points que je me suis notés en termes de leçons apprises, déjà pour revenir sur le côté parano, toujours, préparer. Ça va te permettre d'éviter de paniquer. Les sacs que j'ai pu préparer, heu, tous les éléments essentiels qui étaient vraiment réunis aussi, groupés, les sauvegardes la sauvegarde que j'ai pu faire au niveau de mon ordinateur, préparer aussi le cache si possible, si jamais tu en as besoin pour X raison. Ce genre de situation-là, en gros, il faut que tu prépares les choses en avant d'en avoir besoin. Première leçon que je retiens
de cet épisode-là. 2e chose que je retiens vraiment, c'est que l'énergie, heu, ça fait preuve de souveraineté, si on peut dire. L'énergie, c'est primordial. L'énergie, quand je parle d'énergie, je parle, heu, des outils dont on a à notre disposition, donc téléphone, ordinateur, batterie, surtout batterie externe, quand tu as besoin de recharger, parce que tu as besoin, heu, de communiquer avec les gens autour de toi, avec tes proches, même s'ils sont pas là pour t'aider. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit: «OK», plan clair dans ma tête, heu, mon téléphone, je vais laisser en mode avion ou éteindre après chaque utilisation et je vais envoyer un message par jour à telle heure, au moins à mes parents. C'est ce que j'ai dit exactement à mes parents. J'ai dit: «OK, je vous envoie tous les jours un message à 17:00, heu et le reste du temps, j'utilise pas mon téléphone pour regarder la batterie». Au cas où, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça allait durer et donc l'énergie, c'est vraiment souverain. Il faut vraiment préserver ça. Ça peut vraiment changer les choses parce que si tu as une batterie externe, comme je l'ai dit et que tu peux donner ça, aux locaux pour qu'ils puissent appeler à l'aide, appeler les secours, s'il y a besoin et ça t'aide aussi toi. Hem, Ça va te permettre aussi, de regarder les infos, de voir l'évolution, de voir, s'il y a des choses qui ont été communiquées, qui pourront te servir. Donc plein, plein de choses au final. L'énergie, souverain, primordial. Après aussi, justement, le fait d'anticiper, comme on l'a dit juste avant. 3e point, la communauté, ça c'est vraiment au-dessus, de la solitude dans ce genre d'événement. Tu as besoin des gens autour de toi pour, déjà, pour t'aider à te mettre en sécurité, pour te donner de bons conseils. Tu as besoin de l'énergie des autres pour, bah, ranger les choses tout simplement. Tu as besoin de l'entraide pour manger aussi. C'est un juste échange. Quelqu'un vient te donner un coup de main pour monter un meuble, pour monter un frigo. Eh bien, tu vas pouvoir cuisiner avec lui, tu pourras partager un repas avec lui, quelque chose de chaud, parce que sinon il a peut-être que des nouilles instantanées et il pourra même pas réchauffer ses nouilles instantanées parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il pourra pas réchauffer de l'eau, si je peux dire. Heu, Bref, la communauté, dans ce genre de situation, ne pas être seul, je pense que c'est vraiment, vraiment important. 4e point, la langue. Donc quand tu es à l'étranger, comme ça, c'est vraiment un outil de survie. Heu, Parce que déjà, comme je t'ai dit, 1er point, j'ai pu aider aussi et encore une fois, je ne suis pas du tout un expert, en anglais en 5 6 mois. Je ne suis pas non plus, quelqu'un qui a un niveau de ouf en anglais, mais je sais me débrouiller, jusqu'à maintenant en tout cas. Je peux aider les autres, donc j'ai pu aider aussi cette famille française-là à communiquer plus rapidement. Donc comprendre aussi les infos locales, échanger avec la proprio, donc tous les jours. Parce que quand tu es aussi avec une famille vietnamienne et personne parle anglais, et que tu veux quand même, essayer de comprendre des choses, ce qu'ils disent, pour pas rester bête non plus, elle est obligée d'être là pour traduire pour toi, heu, de vietnamien en anglais ou d'anglais à vietnamien pour, si toi tu veux communiquer avec les autres. Donc je me rends compte que je me suis dit: «Mais si là je parlais que français, si j'avais que le français comme outil à ma disposition, c'était battu, c'était mort» et je me rends compte vraiment du pouvoir de l'anglais quand tu voyages. Surtout que ici, c'est vrai qu'au Vietnam, les gens ils parlent un peu moins bien anglais. C'est un peu plus difficile de trouver quelqu'un qui parle réellement anglais, correctement. Donc ça fait vraiment la différence. Je pense que je vais boire une petite gorgée d'eau parce que là, ma voix, elle part vraiment en, hem, tu sais ce que j'allais dire. Donc là, en parlant d'inondation, je pense que ma gorge, elle a besoin d'un peu d'eau pour pouvoir continuer à avancer. Toujours un petit moment là, depuis quelques épisodes où je sens que j'ai besoin de boire. Peut-être que ça dure un peu plus longtemps aussi et que je sature, ou que je sature plus rapidement, je sais pas. Donc je disais, oui voilà, heu, l'anglais en voyage, c'est vraiment pas un bonus, hein. C'est un outil, heu, qui va te servir et même pour ta sécurité, heu, au final. 5e point,
le mental, du coup, accepter que tu n'aies pas le contrôle, que tu n'as pas le contrôle sur ce genre de situation. Parce que oui, la nature, elle est beaucoup plus forte que toi. Et tu contrôles pas la météo, pardon, mais tu contrôles ta réponse derrière. Le fait d'anticiper aussi, de prévoir les choses, comme je t'avais dit. Du coup, anticiper, prioriser, euh, protéger aussi, et bah, partager avec les gens autour de toi. Voilà pour les 5 points, les choses que j'ai pu retenir. Je te récapitule. Préparer les choses, anticiper, premier point. L'énergie, conserver l'énergie, des outils à ta disposition. La communauté, toujours, ça va prévaloir sur euh, la solitude. La langue, surtout à l'étranger, du coup, ça peut vraiment t'aider en termes de survie. Et le mental, du coup, accepter les choses, accepter que bah, c'est pas, voilà, c'est au-delà de, si on peut dire, c'est au-delà de ta portée. Tu peux pas agir sur tout ça, mais tu peux justement contrôler ta réponse derrière. Et contrôler ta réponse, ça te permet de prendre de meilleures décisions aussi pour toi-même et les gens autour de toi. Voilà pour ces 5 points-là. Après, du coup, pour les moments partagés en termes d'entraide, euh, ce que j'ai pu vivre aussi avec cette famille sur place, que je me suis noté. Déjà, juste avant, c'est vrai que moi, j'annule les déplacements que j'ai à venir en train. J'annule aussi, du coup, les prochaines réservations en termes de logement, parce que ailleurs, là où je devais partir, c'était pas forcément mieux non plus. Et je me suis dit que peut-être le temps que tout redevienne à la normale, que déjà l'eau, qui est une décrue, et ensuite que tout se stabilise, les routes et autres, voir si ça circule ou pas. Je me suis dit, c'est préférable d'annuler dans un premier temps, de voir comment ça se stabilise. Et du coup, je suis resté quelques jours supplémentaires, donc peut-être 3 4 jours en plus, et donc à partager mon quotidien avec cette famille-là et leurs voisins. Et ils m'ont dit du coup que c'était la première fois qu'ils avaient un étranger comme ça bloqué avec eux. Heu, Bien évidemment, j'ai répondu, que j'espère que c'est la dernière fois aussi pour eux, qu'ils ont quelqu'un de bloqué comme ça sur place avec eux, parce que sinon ça veut dire que ce genre de situation, ça peut se reproduire et là, ça commence à toucher un peu à l'extrême, donc pas idéal non plus, parce que ça peut tuer des gens. Ça Ouais, ça met à mal aussi un pays, hein, économiquement parlant, ça a touché quand même le pays. Parce qu'ils ont dû sortir, une petite enveloppe quand même pour, relancer les choses. Donc, ouais, c'est pas toujours, positif, c'est jamais positif dans tous les cas, surtout quand ça se produit à cette échelle. Et donc j'ai pu vivre une expérience authentique, apprendre un maximum sur, le Vietnam avec cette famille-là, parce que son père à elle, donc la proprio, il était venu, d'une région qui est à peu près, si on peut dire, à 2 3 heures au nord. Il était venu, heu pour passer du temps avec sa famille ici, revoir sa famille, sa fille, ses petits-enfants et autres. Donc il était revenu ici pour les voir. Et ce monsieur-là, c'est la première fois que je vois un rescapé comme ça de guerre, parce qu'il avait fait la guerre au Cambodge. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, hein, de la guerre et autres, mais c'est la première fois que je vois un rescapé. Il m'a montré du coup ses cicatrices de guerre, parce qu'en gros, euh, une mine avait explosé derrière lui. Et du coup, il avait eu des impacts au niveau de l'épaule, dans le dos, au niveau de la nuque, dans la jambe, à l'arrière. Il m'a montré et j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, quand même, c'est fou». Il est resté 9 mois à l'hôpital. Heu, donc il a dû avoir justement un long processus pour pouvoir récupérer, se rétablir. Je me dis: «Mais ce gars, c'est vraiment un guerrier. C'est un warrior sérieux» et c'est la première fois que je vois ça, de mes propres yeux. Je sais pas si tu as déjà vu des rescapé de guerre, peut-être que tu en as aussi dans ta famille, mais en tout cas, ça impose le respect. Donc c'était vraiment un homme à tout faire aussi. Il parlait pas un mot d'anglais, mais elle était là pour traduire. Et quelquefois, donc en fait, je pouvais même communiquer avec lui sans comprendre un mot de vietnamien ou qu'il comprenne un mot d'anglais, parce que ouais, t'as pas nécessairement besoin de connaître une langue.
ou juste quelques mots pour pouvoir communiquer avec la personne. Du coup, j'ai pu faire aussi des découvertes culinaires, parce qu'il avait ramené avec lui, il est il élève aussi des animaux, il a, heu, si on peut dire une cour, un potager, donc il a ramené pas mal de produits aussi, apparemment de qualité. Il élevait aussi, enfin il élève toujours, heu, des insectes, des genres de chenilles apparemment et enfin c'est pas apparemment parce que j'ai mangé ça. Elle a cuisiné ça pour nous. J'avais déjà mangé aussi, des insectes avant et du coup, j'ai pu découvrir ça. Apparemment, c'est un genre de caviar pour eux. J'ai pu manger aussi des bunbo, donc c'est des genres de pho. Heu, En gros, c'est un bouillon vietnamien, hein. C'est un repas d'ici et les bunbo, c'est typiquement, ça vient de Hue, la ville où je suis et les pho, ça vient du nord du pays apparemment, mais ça s'est répandu aussi à travers le pays. Bref, j'ai pu, découvrir ça. On a pu aussi, porter un toast, boire ensemble un verre de vin rouge, d'Italie, mais clairement un vin rouge. On a pu, aussi, du coup avoir, du croissant, des croissants, pardon. On a pu avoir aussi, justement, bah, du café, hein. Du café, ça c'est vraiment répandu ici, hein. Mais en gros, tu pas dépaysé. Donc en tant qu'Européen, en tant que Français, tu as du vin, tu as des croissants, tu vraiment pas dépaysé. Donc, toujours regarder le verre à moitié plein, comme je l'ai dit au début de cet épisode-là, parce que je me rends compte que même si la situation, elle n'est pas normale, elle commence à toucher presque l'extrême, j'ai eu une chance de partager des choses authentiques, simples, comme ça, des choses, des événements, comment dire, ouais, j'ai pu développer une relation authentique avec des locaux, j'ai appris à m'intégrer. Ils étaient là aussi pour m'intégrer dans leur famille et ça, c'était vraiment super sympa et je pense que aujourd'hui, même si eux, ils sont d'une autre culture et moi, je viens d'une autre culture, même s'il y a quand même un peu la barrière de la langue, même si elle parlait bien anglais, elle, mais avec sa famille, c'était plus compliqué, même s'il y a une certaine barrière de la langue, des différences culturelles et tout ce que tu veux, heu, avec de l'entraide, avec un sourire, avec des gestes, heu, en fait, on peut se comprendre totalement. Il y a pas besoin de parler la même langue ou de venir de la même culture. C'est le point que je voulais aborder et du coup, j'ai eu aussi, une autre chance, c'était de pouvoir être suffisamment bousculé par les événements, par cet événement, pour réveiller aussi un certain instinct de survie en moi, de rallumer quelque chose, de raviver quelque chose, l'envie de vivre, même si je l'ai déjà, hein, mais de se rendre compte de prendre le temps d'anticiper, de se dire: «Attends, mais si là, il y a vraiment urgence extrême, si on doit bouger, si on doit faire, ouais, si on doit, réagir très, très rapidement, au moins moi, je suis prêt». Donc ouais, ça réveille certaines choses au fond de toi, heu, qui te font comprendre que, ouais, quelquefois, certains trucs, ça peut tenir qu'à un fil. Après, je touche du bois pour qu'il y ait pas de situation plus extrême que celle-ci, qui m'arrive dans ma vie un jour, hein. Je pense que peut-être toi qui m'écoutes, tu as sûrement vécu quelque chose de plus extrême et justement, ça a dû bien réveiller cette ce il y a il y a quand même un peu de cris là. Je sais pas si tu entends ça, heu, parce que c'est quand même en bas au rez-de-chaussée, mais du coup, il y a une petite fille en train de crier, pleurer un peu. J'espère vraiment pour tes oreilles que tu entends pas ça. Je sais pas si je vais couper ça. Mais moi, ça me déconcentre un petit peu, quand j'entends ça et ça me demande de me reconcentrer un peu. Mais c'est les joies justement, bah, du réel, de l'authentique et de faire avec ce qu'on a à l'instant T. Donc je pense que je vais peut-être pas couper, surtout si tu l'entends pas, tant mieux. Mais du coup, je vais reprendre là où j'étais. Donc oui, voilà. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de moment, plus ou moins assez extrême, dépendamment de l'échelle, heu, de perception de chacun? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation qui te rappelle, heu, que tu as envie de vivre, que coûte que coûte, là, il faut réagir
qu'il faut anticiper, qu'il y a que tu as une mission quelque part et que, ouais, si toi tu dois être prêt à faire certaines choses et ben, en amont, il faut que tu sois un petit peu parano et que tu anticipes. Tu me dis si ça t'est déjà arrivé et quel bénéfice tu as pu en retirer par la suite. Et tout simplement aussi, je pense que j'ai eu de la chance parce que ça fait de moi quelqu'un de plus adaptable aujourd'hui. Et je pense que, comme je t'ai dit au début de l'épisode en intro, ça permet de consolider aussi le virage à 90 qui aurait pu très bien se noyer. Et donc, je me suis noté une mini checklist de survie douce, si on peut dire, euh, avant que tout ça arrive, donc pendant que, si on peut dire, que tout ça se met en place, ce genre d'événement un petit peu compliqué, toujours, que ce soit par rapport à moi ou même par rapport à toi, éventuellement, si tu comptes te rendre dans ce genre de région du monde où il peut y avoir des aléas comme ça, hein, où tu contrôles pas tout, toujours une batterie externe, chargée à bloc, bien évidemment, une lampe ou une lampe frontale, ce que tu veux. Ça permet aussi d'économiser la batterie. On a dit, l'énergie, vraiment, c'est vraiment souverain dans ce genre de situation-là. Donc, ça permet d'économiser la batterie des autres outils comme l'ordinateur, le téléphone et autres. Donc, une lampe. Donc, c'est quelque chose que je n'ai toujours pas avec moi, mais je pensais à prendre ça avec moi, hein. Des sacs étanches, parce que si tu dois aller peut-être bah, carrément nager, hein, et ben, au moins tu peux peut-être ramener tout ton matos, ton ordi, tes batteries, tout ce que tu veux, téléphone, tes documents importants aussi. Donc, au moins, voilà, peut-être un sac étanche au minimum, si tu en as deux, ça peut faire l'affaire, ça peut faire la différence. euh, des copies, voilà, justement, de tes documents importants, euh, que ce soit des documents papier, que ce soit ouais, des copies comme j'ai pu faire justement bah, sur mon disque dur externe, un peu de cash aussi, parce que si tu n'as pas accès à un distributeur autour de toi ou qui sont tous HS, et bah, ça peut être bien d'avoir un peu de cash. Euh, des médicaments de base, des huiles essentielles en termes justement d'infection, parce que si tu vas aider les gens et autres, que tu te coupes le pied et que ça s'infecte, ça peut être pas mal d'avoir certaines huiles essentielles, des médocs, peu importe. Et après, quand ça démarre, forcément, t'assurer bah, d'avoir de l'eau potable à ta disposition. Euh, Plutôt, si tu as eu le temps euh, de faire des achats, d'avoir des boîtes de conserve, des aliments secs aussi, et de charger tout au max avant qu'il y ait une coupure d'électricité, de rationner tout ce qui va être data, batterie, d'éviter aussi bah, voilà, d'être pieds nus comme moi, comme j'ai pu le faire, si tu peux, hein. Euh, voilà pour ça. Et donc, pour l'après, donc tout ce qui va être bah, nettoyer, jeter, aérer, ça dépend de l'endroit où tu es. Mais en général, voilà, si tu es en vacances, c'est pas ton rôle. Même si tu peux donner un coup de main, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je pense aussi, c'est ce que je vis actuellement parce qu'on est là dans les 2 3 jours après l'événement, et je prends le temps quand même de regarder ce que je vais manger. Je vais peut-être prendre des produits toujours secs. J'évite certains produits frais, certains fruits et légumes parce que on ne sait pas comment ça a été conservé et autres. On ne sait pas, ouais, comment ça a été conservé tout simplement. Même les produits laitiers, tout ce que tu veux, s'il y a eu des coupures d'électricité, tu sais pas si Heu, pareil, si les produits sont périmés maintenant et s'ils sont gâtés tout simplement. Je fais un peu gaffe par rapport à tout ça. Même quand tu marches dans les rues, même si ça a été déjà un peu nettoyé, il reste toujours des déchets, des choses qui ont des animaux morts aussi. Donc, peut-être que certaines choses au niveau du sol, ça reste infecté. Dans tous les cas, tu sens au niveau des odeurs et autres, donc juste faire gaffe par rapport à ça. Et aussi, en termes de déplacement, bien vérifier que bah, les routes sont sûres autour de toi. Voilà. Euh, En termes de conclusion, ces 72 heures, ça m'a rappelé donc 3 choses, hein. La préparation, l'anticipation, ça te permet de calmer ton esprit.
et de préserver ta clarté mentale. Deuxième point, la communauté, le partage, l'entraide, ton prochain, en gros, il va te porter et toi aussi, tu vas l'aider, tu vas le porter. Troisième point, l'inconfort, ça forge aussi ton identité. Et mon virage à 90, comme je l'ai dit juste avant, il n'a pas coulé, il s'est renforcé, il s'est consolidé. Donc, pour faire écho aux questions, enfin, un rappel par rapport aux questions que je t'ai posées au cours de cet épisode-là. Donc, est-ce que tu as déjà vécu une situation comme ça, un peu extrême, inhabituelle, où tu as eu l'impression d'être parano, de devoir anticiper, de prévoir les choses, de prioriser? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation-là un peu extrême? Si oui, quel a été ton état d'esprit? Comment tu as réagi? Est-ce que après coup, tu as eu l'impression d'avoir eu les bonnes réactions ou pas? Est-ce que tu as pris le temps d'analyser tout ça? Est-ce que ça t'a fait réaliser des choses? Est-ce que tu as eu un transfert justement? Est-ce qu'il y a eu un transfert sur ton quotidien? Tu me dis tout ça, donc sur Instagram toujours alidevic_etev_. On est là pour, heu, construire quelque chose ensemble et je pense que mon vécu, ce sujet-là, si tu as vécu quelque chose de similaire, heu, ça m'aidera aussi peut-être à améliorer la valeur, en termes de contenu que j'apporte, bah, aux autres auditeurs, mais aussi peut-être que ça t'aide déjà ce que j'ai pu apporter comme valeur sur cet épisode-là. Donc je suis là pour échanger avec toi par rapport à ça. Tu me dis ce qui s'est passé aussi un petit peu, bah, de ton côté, les transferts que tu as pu avoir, sur ton quotidien, sur ton mindset aussi. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation aussi qui t'a permis de te rapprocher d'autres personnes? Donc, est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation où tu as appris justement à repartager avec d'autres personnes, à vivre des moments authentiques, des moments simples, de l'entraide, heu, où des personnes aussi justement ils t'ont aidé, ils avaient le cœur attends, le cœur sur la main sur le cœur. J'ai vraiment du mal avec les expressions, je reviendrai là-dessus peut-être dans un autre épisode, mais je confonds toujours toutes les expressions ou je les inverse. Bref, heu, c'est quelque chose je dois bosser là-dessus. Bref, mais donc est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation où, des personnes, étaient là aussi pour t'aider, pour partager avec toi, pour, apprendre un peu plus sur toi-même, sur ta culture et où tu étais là aussi pour apprendre un peu plus sur leur culture, où tu étais là à partager leur quotidien avec leur famille, à t'intégrer. Ils étaient là aussi pour t'intégrer, te faire découvrir des choses avec le sourire et même si tu parles pas la même langue, même s'il y a des différences culturelles et ben, juste comme je l'ai dit juste avant, un sourire, des gestes et de l'entraide, ça nous permet en tant qu'humains de ressentir des choses, de partager des choses et de nous rapprocher. Voilà. Est-ce que tu as déjà vécu de ce genre de situation-là? Comment tu as réagi? Heu, Comment tu es ressorti de cette expérience-là? Raconte-moi vraiment un petit peu tout ce que tu as vécu, par rapport à ça, si tu as déjà vécu ça et si ça t'a servi aujourd'hui et si cet épisode-là t'a parlé. Tu connais maintenant, hein, tu laisses 5 étoiles sur Spotify ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide à faire grandir ce podcast, Le Virage à 90. C'est important pour moi. Je veux vraiment pouvoir par la suite inviter d'autres personnes qui ont vécu un virage à 90, peu importe l'échelle, hein, mais qui ont un switch aussi dans leur vie, que ce soit en termes de changement de trajectoire de vie ou même mentalement. Donc, ça m'aidera à inviter aussi des personnes intéressantes. Ça m'aide aussi justement à continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, à partager cet épisode ou les épisodes précédents si ça t'a plu aussi, bah, sur tes réseaux, ou à un ami autour de toi. Voilà, moi je te dis sinon, bah, en attendant à la semaine prochaine. Prends soin de toi, reste en mouvement, passe à l'action et ciao.